Donc, Oriane, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, bonsoir Adrien, merci. Donc, tu es une des rares femmes à avoir fait à la fois le Lhotse et l'Everest Oui, dans exactement. la chaîne de l'Himalaya. Tout à fait. Qu'est-ce que représentait ce défi pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Oh, c'est un défi de longue date, donc ça représente beaucoup de choses. Mais je dirais que c'est davantage un défi intérieur, plus que physique au final. C'est un rêve que j'avais depuis fort longtemps, enfin gravir ces hauts sommets, et notamment l'Everest, c'est un rêve que j'avais depuis mes 20 ans. Et donc finalement j'ai accompli ce rêve, mais plus de 20 ans plus tard, donc forcément oui c'est un sacré défi que je viens de réaliser et j'en suis contente, c'est un véritable accomplissement intérieur. D'accord. Et aujourd'hui, on est là pour parler un peu de la thématique de la résilience Mhm. qu'on sous-estime finalement dans notre parcours de vie. Oh, je dirais pas qu'on la sous-estime, c'est pas vraiment le terme, mais enfin, on parle de résilience un peu partout aujourd'hui, hein, dans différents domaines. À la base, c'était plus la physique, après la psychologie, maintenant on l'utilise aussi même en économie, enfin dans plein de domaines. Je pense pas qu'on la sous-estime, mais peut-être qu'on comprend pas forcément de quoi il s'agit. Donc c'est bien de toujours de la redéfinir et de voir exactement quelles sont aussi ces clés qui nous aident à avancer et qui nous aident à faire face aussi à l'adversité, je dirais. Mhm. D'accord. Et pour toi, si tu devais donner ta version de la résilience? Je dirais c'est cette capacité à rebondir, à faire face aux obstacles et aller de l'avant, finalement, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, et oui, faire face à l'adversité et continuer à avancer malgré tout. Et, donc aujourd'hui, tu as animé un atelier avec des personnes qui étaient invitées à la Fondation Antenna Mm. pour traiter de cette thématique qu'on retrouve évidemment dans le domaine de l'action humanitaire, mais aussi de l'action sociale. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à accepter cette invitation? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la démarche? Ça, déjà, ça parle de résilience, donc c'est tout à fait, je pense que c'est aligné avec mon vécu, parce que quand on regarde un petit peu mon parcours, ben, c'est vrai il y a rien qui me prédisposait à faire tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a eu pas mal d'obstacles et de difficultés sur mon chemin. Donc je pense être en capacité, en mesure, voilà, je suis le bon exemple pour parler de résilience. Et après, ça s'est fait aussi naturellement, à la Fondation Antenna, parce que voilà, j'ai eu un bon contact avec la Fondation et je pense que c'est un endroit où les idées peuvent continuer à circuler, et les gens trouvent un accueil aussi pour discuter justement de sujets clés comme la résilience. Finalement, qu'est-ce qui ressort des interactions que tu as avec les gens quand tu abordes cette thématique de la résilience au travers de tes conférences? Parce que comme tu le disais, elle est présente chez tout le monde, mais la question souvent c'est est-ce qu'on en a pleinement conscience? Est-ce qu'on se sert du plein potentiel de résilience qu'on possède? Alors non, on n'en a jamais assez conscience, hein, mais ça, c'est au fur et à mesure. De toute façon, la résilience, c'est une notion, mais après, on la teste quelque part. C'est au fur et à mesure avec les difficultés de la vie, les obstacles. C'est là, finalement, on va tester notre résilience, parce qu'avant, on aura beau se dire, bah ouais, je suis résilient, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi, être résilient? C'est face aux difficultés qu'on se rend compte, oui, on est résilient, et ça vient qu'avec l'expérience. Et peut-être que les gens, enfin en tout cas certaines personnes que j'ai pu rencontrer, se rendent peut-être pas compte aussi de cette force en eux, de cette capacité de résilience qui est au fond d'eux-mêmes. Et c'est le fait d'en parler, peut-être que ça aussi, ça permet d'en prendre davantage conscience, et peut-être aussi, peut-être même la renforcer cette capacité de résilience, parce que peut-être qu'ils se rendent compte, ah ben oui, j'ai traversé tout ça. J'ai traversé toutes ces difficultés, mais au final, voilà, je suis une personne résiliente, et ça peut peut-être aider justement à avancer, je pense. Donc si je résume en clair, les épreuves de la vie nous permettent de prendre conscience de notre capacité de résilience en nous éprouvant. Et
J'ai un blanc. La vie, oui, finalement, on est tous confrontés à des difficultés. Et puis, parfois, c'est souvent des difficultés imprévues, hein. Et c'est là, en effet, où on est testé. Et donc, c'est à travers ces épreuves-là qu'on va se rendre compte, oui, quelque part, de notre capacité de résilience et que beaucoup n'en ont pas forcément conscience malgré les épreuves. Et c'est en discutant, en communiquant que là, ils se rendent compte, enfin pour résumer, c'est là où ils se rendent compte que oui, en fait, ils ont cette force en eux qui les aide à avancer, qui les aide à atteindre leur objectif et le fait d'en parler et d'échanger avec d'autres personnes par rapport justement à ces ateliers quand ils échangent en groupe, c'est là où ils se rendent compte que oui, ils sont résilients parce qu'ils ont été capables de braver les difficultés, d'aller de l'avant. Mais peut-être qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Il a fallu voilà, qu'ils rencontrent des personnes qui aussi, ou qu'on leur dise directement, enfin, clairement, oui, tu es une personne résiliente, regarde tout ce que tu as fait, regarde tout le chemin parcouru, toutes les épreuves que tu as traversées. Mais ça, ils n'en ont peut-être pas conscience. Donc, pour les gens qui nous écoutent, un élément clé, c'est la communication, le partage, et parler de son vécu, oser en parler, parce que c'est vrai que pour tout le monde, ce n'est pas forcément facile. Ce qui permet finalement de prendre conscience de ce qu'on a déjà traversé dans une certaine proportion. Et puis, l'autre élément que tu avais aussi mentionné durant ta présentation, c'est sortir de sa zone de confort. Quelque part, tu parlais aussi d'évaluer les risques, de prendre des risques. Donc, si je comprends un peu ce que tu mets en évidence, c'est que pour prendre conscience et pleinement possession finalement de sa capacité à être résilient dans son existence, il faut aussi se confronter aux épreuves. Il faut sortir, aller à la rencontre de ces épreuves. Et ton parcours illustre bien ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a des épreuves dont j'aurais pu me passer, entre guillemets, mais c'est vrai que des fois, on les choisit, les épreuves, et puis il y en a d'autres qui surviennent, et c'est pas. Voilà. Donc, c'est la vie qui décide au final. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est jamais ce qu'on a prévu qui arrive. Donc, oui, d'une certaine manière, on va quelque part se mettre à l'épreuve. Mais ça ne veut pas dire forcément que ce qu'on avait pensé qui probablement pourrait advenir va arriver et vice-versa. Donc, mais c'est toujours l'imprévu. Alors, ça m'amène à une autre question. Tu avais évoqué durant donc, cet atelier un épisode qui traite du lâcher-prise. L'épisode du masque où, pour résumer, voilà, le masque oxygène défectueux, sans lequel tu ne peux pas terminer ton ascension. Et là, tu te rends compte que, à quelques centaines de mètres, c'est arrivé à près de 8000 mètres, le sommet était à 8008, un peu plus. Non, c'est pour l'autre, c'est 8516. 8516, enfin bon, ça reste quand même assez haut. Et que finalement, ça peut signifier la fin de cette aventure et tu l'acceptes et contre toute attente, une solution, quelque chose de totalement imprévu, va venir t'aider à poursuivre cette ascension. Donc par rapport à cette thématique du lâcher-prise, est-ce que si je dis par exemple que le lâcher-prise est inhérent à la résilience, qu'ils vont de pair, est-ce que tu es d'accord avec cette approche? Les deux sont très liés finalement, parce que on se rend compte que la résilience, pour moi, ce que ça signifie aussi, une des clés de la résilience, c'est aussi l'acceptation des situations telles qu'elles sont. Après avoir bien sûr fait tout ce qu'il fallait pour que les choses se déroulent comme on le souhaitait, mais il y a des moments, on n'a aucun contrôle sur les événements et c'est comme ça. Et je pense que plus on accueille ces situations qu'on ne peut pas changer, donc plus on lâche prise, et plus justement c'est là où les situations se débloquent, les opportunités surviennent, et quelque part, oui, c'est très lié à la résilience, parce qu'on est capable justement de rebondir. Parce qu'on lâche prise, parce qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Et pour moi, l'acceptation fait partie aussi de la résilience. D'accord. Et un autre thème que tu as abordé dans ton parcours, c'est, on va dire, le monde de l'invisible. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu ne
tu n'es pas fataliste dans ton attitude, Mm. tu es très pragmatique, Mm. très factuel. Mm. On voit beaucoup de sang-froid, de réflexion et de mesure par Mm. rapport ne serait-ce qu'à la prise de risque. Mais il y a toute une dimension, on va dire, qu'on ne nomme pas, qui est Mm. liée au monde du spirituel, sans forcément l'attacher à une pratique ou une forme Mm. religieuse. Euh, Dans le parcours d'une personne et sur la thématique particulière de la résilience, quelle est selon toi, je dirais, l'influence de ce monde de l'invisible pour Mhm. nous aider à rebondir et à aller plus loin, à se dépasser? Alors, le monde de l'invisible, enfin, après, chacun aura ses définitions, mais euh, disons, quand je parle du monde de l'invisible, je fais référence à tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce qui est pas, voilà, qui n'est pas visible, tout simplement. Qu'on ait une croyance ou pas spirituelle, mais je pense que, enfin, dans mon cas, c'est lié. Mais en ce qui concerne je dirais la spiritualité, c'est vrai que certainement, il n'y a même aucun doute, hein, j'aurais probablement rien fait de tout ce que j'ai fait, enfin peut-être une partie, mais pas tout, si j'avais pas cette approche spirituelle, cette approche intérieure qui m'aide justement à affronter les difficultés et aussi accepter justement les situations des fois qui sont des situations qui sont très difficiles et qui ne sont apparemment pas changeables. Et le fait de croire, d'avoir en tout cas ou cette démarche intérieure, ça aide énormément à avancer et à faire face à l'adversité. Est-ce que tu parlerais d'une foi, finalement d'un voyage de foi, tout autant qu'un voyage Oui, c'est comme exploratoire? une quête, je dirais, une quête Ok. intérieure ou une quête intérieure. Et finalement, c'est un voyage avec soi, avec soi-même, tout simplement, mais vraiment au fond de soi-même. On va vraiment fouiller dans euh, son fort intérieur, finalement. C'est un voyage, c'est un dialogue avec soi et sa petite voix intérieure qui nous guide et qui nous aide justement à avancer malgré la difficulté. Mais c'est un travail de toute une vie, hein. C'est d'être à l'écoute, justement, être à l'écoute de cette voix intérieure, d'être à l'écoute de soi-même, du soi avec un grand S, hein, et le soi, bon, on peut lui donner plein de noms à ce soi, mais je pense que c'est ça, en tout cas, moi, qui m'aide énormément à avancer et à dépasser les difficultés. Alors, toujours autour de la thématique de la résilience, au travers de ton récit, de tes épreuves, on voit aussi le paradoxe dans cette ascension, ces deux ascensions, où d'un côté, on ne peut pas les entreprendre seul, on a besoin d'une infrastructure, on est dépendant d'un Sherpa, Mm. on doit être accompagné, mais en même temps, on voit ces situations d'extrême égocentrisme Mm. de certains alpinistes, pardon, qui peut même tourner à être des attitudes dangereuses. Comment est-ce que tu pourrais transposer cette représentation, ce vécu, par rapport à la résilience? Est-ce que selon toi, il y a une causalité? Avec la résilience ou l'esprit par rapport à l'esprit d'équipe, bah oui, parce que finalement, bah, on se retrouve dans des situations qu'on n'attendait pas, ou voilà, des situations peut-être d'abandon, de solitude, et donc là, bien sûr, et notamment dans des conditions extrêmes, donc c'est très compliqué, et là, bah, finalement, on peut compter que sur soi. Donc oui, bien sûr, là, bien sûr, il faut une certaine résilience aussi pour avancer coûte que coûte, pour s'en sortir. Alors, dans un premier temps, je parlerai d'instinct de survie, mais après, par rapport à la résilience, je pense que c'est aussi au retour voilà, de ces difficultés, de telles ascensions, c'est finalement être capable de rebondir malgré le fait euh, que finalement on ait dû se débrouiller seul alors qu'on attendait peut-être de l'entraide, une certaine solidarité, et comment finalement continuer à vivre normalement et à faire confiance tout simplement, à faire confiance en l'autre. Et donc ça, je pense que là, oui, ça requiert
une certaine capacité aussi de résilience pour rebondir et faire à nouveau confiance. Et est-ce que tu pourrais, sur la base de ton vécu, bien entendu, est-ce que avec le recul, tu perçois ces situations finalement de rupture où tu attendais une aide, éventuellement un soutien, tu ne l'as pas eu, comme des opportunités de grandir plutôt que comme une trahison ou un abandon? Ah, tout est opportunité de grandir de toute façon dans la vie, hein. Après, tout dépend de notre vision, de la vision qu'on a de la vie, des choses, des événements. Je pense que chaque instant, il y a une opportunité de grandir. Donc, j'attends pas forcément la catastrophe pour grandir, même si voilà, c'est vrai que j'ai tendance peut-être à me mettre, voilà, peut-être pas provoquer, mais on parlait d'épreuves tout à l'heure. C'est peut-être à me lancer des défis, mais je pense qu'on a toujours, on peut à chaque instant, en fait, on peut à chaque instant être, oui, trouver ça, en fait. C'est pas besoin d'être dans des situations compliquées ou des situations de mort. Ouais. Une autre question, certains pourraient dire que ton parcours est finalement presque de l'acharnement. À quel Mm. moment, où se situe selon toi, ou comment est-ce que tu fais pour évaluer la frontière entre suivre, je dirais, un appel Mhm. et à quel moment ça devient un entêtement ou quelque chose. Alors là, on tomberait plus dans le côté obsessionnel de l'ego Mhm. qui t'amène à te mettre en danger parce que rares sont quand même les personnes qui se lancent dans une telle aventure. Et c'est une aventure qui est aussi très controversée dans sa dynamique, vu les risques qui sont pris. Mm. Tu évoquais donc la zone de la mort, c'est ça? Mhm. À partir de quoi? 7000 mètres? Non? 7500 à peu près, 7500 ouais. mètres. Donc, 7500. quelque part, pour certains, ça peut être perçu comme pourquoi se mettre à ce point en danger? Est-ce que c'est mesuré? Est-ce que c'est sage? Comment fais-tu pour toi évaluer La part des la choses, part quel est des choses? ouais, l'équilibre. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser, enfin, on pourrait très bien se dire, bah ouais, elle s'acharne, elle s'acharne. Alors pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il faut quand même préciser ce qui est arrivé, hein, voilà, j'ai été prise dans une chute de sérac pendant l'ascension de l'Everest. Il y a eu aussi une fracture dans la zone de la mort, une fracture du pied, mais ça c'était à la remontée. Enfin, bon, il y a beaucoup d'éléments. Après, on aurait pu éventuellement penser que oui, c'est de l'acharnement malgré la chute de sérac pendant la phase d'acclimatation, de revenir malgré tout tenter l'ascension de l'Everest. Après, moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement toujours de m'évaluer, de m'observer et toujours me poser les questions. Et ça, c'est un travail constant, hein. C'est-à-dire que il faut toujours se poser, s'interroger soi, hein, et être à l'écoute justement de cette voix intérieure. Mais où est-ce que j'en suis? Est-ce que je veux continuer? Comment je me sens? Et à partir de là, on peut, en effet, on peut savoir si c'est de l'acharnement ou pas. Mais j'ai toujours pensé que si à un moment donné ça va pas, j'abandonnerai en fait. Et je l'ai fait dans d'autres contextes, dans d'autres situations où je me sentais pas prête. Mais je parle pas forcément de montagne, hein, mais c'était pas le moment. Et je pense qu'il faut s'interroger parce qu'il y a des moments, en effet, ben, on est prêt, et puis il y en a d'autres, on n'est pas prêt. Mais pour ça, il faut s'interroger. Et dans le cas de l'Everest, quand je suis retournée au camp de base après mon hospitalisation, ben, quelque part, j'avais fait le point avec moi-même et je m'étais interrogée, est-ce que je veux vraiment y aller? Est-ce que je risque pas de mourir une deuxième, enfin, voilà, une deuxième fois et il faut vraiment faire le point avec soi. Et c'est là, à partir de ce moment-là, on peut définir ses limites. Mais personne ne peut nous dire, en fait, quelle est notre limite. Enfin, bien sûr, s'il y a des avis médicaux, etc., ça, on peut, mais jusqu'à un certain degré. C'est à nous, finalement, de décider quelle est notre limite. C'est où est-ce qu'on marque le seuil. Et comment cette gratitude, en tout cas, comment cette conclusion de ce long périple, le Lhotse suivi de l'Everest, euh, t'a modifié et a modifié ta perception, ta valeur de la vie?
Parce que tu parlais de Mm. gratitude vis-à-vis de la vie. Oui, tout à fait. Alors en fait, quand j'ai eu notamment cet accident dans la cascade de glace où j'étais prise dans une chute de sérac, donc j'ai littéralement vu la mort en face, enfin ou plutôt en face derrière moi, puisque les séracs se sont effondrés dans mon dos. Mais en tout cas, bon, enfin, en tout cas, j'ai frôlé la mort. Donc c'est sûr quand on survit à ça, parce que les chances de survie sont quand même très minimes, quasi nulles, je dirais. Et quand on survit à ça, ben on voit pas les choses de la même manière. Alors même si j'avais eu déjà des soucis, enfin avant, plus jeune, j'avais une hémorragie cérébrale liée à une malformation, donc j'avais déjà quelque part frôlé la mort, mais ça on oublie. Et le fait de quelque part de frôler la mort à nouveau, hein, c'est un petit rappel comme quoi la vie, elle peut nous être retirée du jour au lendemain et que donc c'est important, voilà, de profiter de chaque instant, de vivre l'instant présent et de pas être tout le temps dans le passé, dans le futur. Et en lien avec ça, c'est parce que aussi j'ai survécu, c'est un grand merci à la vie. Et je pense qu'on ne remercie pas la vie assez, dans le sens où il n'y a rien d'acquis et qu'on peut partir du jour au lendemain. On n'est pas éternel. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc merci la vie, merci de m'avoir fait ce cadeau de m'avoir gardé en vie, tout simplement. Et j'ai eu beaucoup de choses, mais beaucoup de chance de rester vivante. Alors, je dis pas qu'il faut avoir ce type d'accident, qu'il faut aller sur la cascade de glace pour prendre conscience que la vie est un cadeau. Mais c'est vrai que cette expérience, en tout cas, ça a été une piqûre de rappel, oui, que la vie est précieuse et qu'on peut partir de jour au lendemain. Et donc, je remercie la vie. Et à partir du moment où on remercie la vie, on a cette forme de gratitude, je pense qu'on a forcément un regard différent sur les choses parce que, encore une fois, il n'y a rien d'acquis et que chaque instant nous est donné. La vie est un cadeau. Et ça, je pense que c'est important de s'en rappeler. Oriane Aymar, merci beaucoup. Merci, Adrien. Et j'aimerais t'accorder les quelques dernières paroles pour la clôture. Un dernier message pour nos auditeurs qui seraient dans des situations délicates, parce que dans un environnement bouleversé, parce que dans une situation de pauvreté importante ou de difficulté sociale, quel serait pour toi le message que tu pourrais leur transmettre, que tu souhaiterais leur transmettre sur le thème de la résilience, Mm. pour finalement reprendre leur bâton de pèlerin, en tout cas ne pas le lâcher? Mm. Bon, après, il y en a plusieurs des messages, mais si je dois synthétiser, euh, d'avoir confiance en eux-mêmes et plus globalement confiance en la vie. Enfin, la vie où voilà cette force qui est là, qui nous dépasse, mais confiance en la vie. Je pense que c'est vraiment le mot qui, pour moi, le message le plus important. Même s'il y a d'autres messages aussi, j'aimerais passer, notamment être dans l'action, être dans le mouvement et, et prendre conscience que même quand on pense qu'une situation est complètement perdue, ben non, elle n'est pas perdue. Ou- ben, voilà, c'est vraiment faire confiance en la vie, que quoi qu'il arrive, ben voilà, ça sera aussi pour le mieux et faire confiance, tout simplement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.